Bonsoir. Comme de tradition, le 31 décembre, le chef de l'État s'est adressé à la nation avec un ancrage particulier sur la situation du Nozo, les régions du nord-ouest et du sud-ouest, appelant aux dissidents de déposer les armes et rappelant par la même occasion, avec beaucoup de fermeté, à l'armée d'assurer le maintien de l'ordre de ce côté. Du coup, certains ont estimé que le chef de l'État, pour une fois, a été non seulement ferme et en plus, d'autres pensent que le chef de l'État a tenu un langage d'apaisement. Que pensons-nous de cet aspect particulier? Nous allons essayer de débriefer sur cet angle personnellement pour comprendre les tenants et les aboutissants de discours de fin d'année du chef de l'État concernant surtout la région du nord-ouest et du sud-ouest. Pour en parler, ce soir, les hommes politiques sont sur ce plateau. On commence par notre ami Koupit Adamou de l'UDC. Adamou Koupit, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba, bonsoir à mes illustres copanélistes, bonsoir aux téléspectateurs. Je profite de ma présence sur ce plateau pour dire une bonne et heureuse année à tous les Camerounais. Toutes mes félicitations à la famille particulière de l'Union démocratique du Cameroun qui vient de démontrer que la traditionnelle opportunité de carnaval de Fumban, qui a eu un succès un peu plus historique hier, démontre à suffisance que cette initiative du docteur Adamou Danjua est la bienvenue et reste la bienvenue. Merci Koupit Adamou. À côté de vous, c'est Aloïs Parfait-Voum du SDF. Aloïs, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba, bonsoir au panel, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 2. Tous mes voeux les meilleurs à vous. Troisième invité sur ce plateau, c'est un analyste politique, Éric Ebolo. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba, merci pour l'invitation que vous m'avez faite. Merci d'avoir accepté notre invitation. Lui, il représente le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, représentant de la cellule de communication. Daniel Claude Abaté, qui est sur ce plateau avec nous. Daniel Claude Abaté, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Monsieur Ngomna, bonsoir aux panélistes et bonsoir aux téléspectateurs. Voilà, et bonne année à tous les Camerounais qui nous suivent. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va aller au pas de course. On mettra pas les gants. On va rester sur un angle bien précis. La situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. On fera un ancrage particulier sur l'aspect du discours du chef de l'État. Je vous propose d'ailleurs, avant qu'on ne rentre en plein dans ce sujet, d'écouter cet extrait du discours du chef de l'État faisant allusion à la fermeté et surtout également à l'apaisement prôné par le chef de l'État. Pour ceux qui s'obstinent à demeurer dans la mauvaise foi et qui continuent à avoir recours à la violence, nous n'aurons pas d'autre choix que de les combattre pour protéger tous nos concitoyens. Nos forces de défense et de sécurité feront une fois de plus leur devoir, avec mesure, mais sans faiblesse. Conscients de la longueur des délais pour mettre en œuvre les réformes envisagées et soucieux d'abréger les désagréments et les souffrances de nos compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest, j'ai décidé d'ouvrir dès la fin septembre, on m'excusera de me citer, d'ouvrir un grand dialogue national qui devrait permettre, dans le cadre de notre Constitution, d'examiner les voies et moyens de répondre aux aspirations profondes des populations du nord-ouest et du sud-ouest, mais aussi de toutes les autres composantes de notre nation. Par ailleurs, le 15 décembre 2019, dans le cadre d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale et du Sénat, un projet de loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées a été soumis à l'examen de nos deux chambres parlementaires.
nos députés et nos sénateurs ont ainsi adopté une loi qui comporte des avancées décisives pour notre processus de décentralisation. Voilà. C'était une attitude du discours du chef d'État le 31 décembre dernier sur l'aspect particulier ou alors le statut spécial accordé aux régions du nord-ouest et du sud-ouest et surtout la fermeté prônée par le chef d'État à l'endroit de nos forces de défense qui face à ceux qui seront en marge des règles de la République. Alors, on commence par vous, Aloïs, sur cet extrait particulier. On ne va pas aborder les aspects sur la décentralisation, les aspects sur l'économie, mais on reste sur l'application des mesures du grand dialogue national. Sur cette question précisément, est-ce que vous avez le sentiment qu'en écoutant le chef de l'État, lors de cette sortie, est-ce que c'est de l'huile qu'on verse sur du feu ou alors tout simplement c'est un langage d'apaisement? Ben, ce n'est ni l'un ni l'autre parce que ce n'est pas la première fois que le chef de l'État tient ce discours. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est que après ce discours, est-ce que la paix va revenir dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest? Voilà la principale question qu'il faut se poser. Et comme nous l'avons toujours dit, pour nous, la question militaire, la solution militaire à cette crise ne nous semble pas la plus appropriée. C'est d'autant plus que si c'était la solution militaire, on aurait plus parlé de cette guerre. Et d'ailleurs, les chiffres nous donnent raison, parce que depuis quelques jours, nous avons une situation assez tendue dans ces zones. Hier encore, la sous-préfecture de Mouyuka a été incendiée et les combats sont de plus en plus intenses. Je ne suis donc pas certain que le discours seul et un discours guerrier, un discours va-t-en-guerre, un discours de fermeté soit celui qui va ramener la paix dans cette zone. Et le SDF en paye le plus lourd tribut dans cette affaire. Vous avez d'ailleurs constaté plusieurs désistements ces jours-ci par rapport aux candidatures, aussi bien aux municipales qu'aux législatives. Nos candidats sont embastillés, plusieurs sont aujourd'hui pris en otage et je redoute d'ailleurs qu'il y ait un carnage de ce côté et qui malheureusement aura un incident sur beaucoup d'innocents. C'est pour cela que nous continuons à penser que un discours plus rassembleur, un discours plus porté vers la compréhension, l'audition, le dialogue est un peu plus important pour ces populations. Donc, en un mot comme en mille, le discours du président de la République n'est pas le premier dans ce sens. Déjà lors de son investiture en novembre de l'année passée, c'était pratiquement les mêmes mots, mais on n'a pas eu la solution souhaitée. Et donc, je pense qu'il faut encore pousser un peu plus loin dans la recherche d'une solution pacifique. Et d'ailleurs, je ne vous fais pas dire que les populations sont entre deux feux, entre le fait qu'il faut absolument revoir la forme de l'État et lors du grand dialogue, nous avons eu le privilège, le SDF, de prendre part à ce dialogue. 90% des anglophones de cette zone vous demandaient exactement qu'ils ont besoin du fédéralisme. Et cela pouvait réduire les velléités de ceux qui pensent qu'ils doivent se séparer du Cameroun. Maintenant, on a choisi une autre voie, celle du statut spécial, dont on n'a pas véritablement tous les contours et qui n'est pas plus rassurant aujourd'hui qu'hier. Alors, Éric Embolo, sur le ton de ce discours concernant cet aspect précis, vous avez trouvé le chef de l'État ferme, dur, ou il prônait un peu l'apaisement?
Non, moi je pense que le chef de l'État était éminemment dans son rôle. Dans son rôle en ceci que, vous savez qu'un discours de fin d'année a une double vocation fonctionnelle. Celle déjà de faire un bilan de l'année écoulée et celle qui présente l'agenda programmatique des grandes actions à mener. Il va donc de soi que le président était très attendu sur la question du nord-ouest et du sud-ouest. Il va également dans le soi de constater qu'il y a eu un certain nombre d'actions fortes qui ont été faites par le gouvernement. Il l'a dit, il l'a annoncé même le 10 septembre pour un dialogue national. Donc une activité concrète et consistante, dense et totalement suivie par une grande majorité des Camerounais sur ce dialogue, devant apporter des solutions et des réflexions pour pouvoir sortir de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Alors, suivant cela, il s'est avéré de ce que la situation sécuritaire demeure préoccupante. Et dans son propos, il a dit que c'était une question assez urgente. Pourquoi? Parce qu'au-delà de la division qui se crée au niveau de l'activité économique et sociale, il y a également une activité criminelle qui s'est greffée de manière périphérique à la crise nord-ouest et sud-ouest. Il était donc obligé de prendre une attitude de fermeté. Question de rassurer un certain nombre de Camerounais qui sont donc départis d'une part pour ceux qui sont résidents dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et de ceux qui sont engagés dans ce combat pour trouver des solutions. On peut, au-delà du corps social civil, il y a également donc la grande armée, dont les forces de défense nationale, qui sont donc impliquées. Aujourd'hui, le président, qui a plusieurs casquettes, il est chef de l'État, mais il est également chef des forces armées. À ce titre, il se devait donc d'apporter la position du chef des armées, qui devait être celle de la fermeté, conformément aux différents engagements qui avaient été pris pour que, dans le cas du dialogue, dans le cas des mesures incitatives de ramener la paix, on a parlé des statuts particuliers, on a parlé de la décentralisation qui allait conférer notamment à ces deux régions une beaucoup plus large autonomie dans la gestion des recettes fiscales, etc. Donc le président a donc bien voulu montrer qu'il était disposé à donner toutes les mesures nécessaires pour qu'on ait une attitude paisible. Alors face à l'attitude paisible, on voudrait savoir que nous avons un garant de la paix dans ce pays. Le garant de la paix, de par la Constitution, c'est le chef de l'État. Il devait donc rester dans son rôle pour pouvoir avoir un discours ferme afin que nul n'ignore ce qu'il voulait faire comprendre à travers ce geste du 31 décembre. Cependant, il n'a pas seulement mis l'accent sur la fermeté. Il a davantage égrené les réalisations qui sont faites et les dispositions qui seront prises au courant de l'année 2020. Ce qui veut donc dire qu'il s'est comporté en bon père de famille, celui qui sait faire un savant dosage sur ce qui revient à l'ensemble de ses enfants, et celui qui est prêt à appliquer fermement les sanctions qui s'imposent lorsqu'il y a des comportements indélicats. L'activité criminelle qui a entouré la crise anglophone ne laisse personne indifférent. Et c'est pour cela qu'il est donc nécessaire d'avoir de la fermeté sur toute la ligne. Alors sur cette fermeté, ce ton de fermeté, Koupit Adamou, est-ce que ce ton est susceptible à rassurer les troupes d'ailleurs sur le terrain, parce que concernant les forces de défense, parce qu'il s'est adressé aux forces de défense, notamment les appelant non seulement au respect des droits de l'homme sur le terrain, mais également à l'application, à la stricte application de ceux qui seront en marge des lois et règlements. Bon, je dois dire, c'est le discours du président en ce qui concerne le volet crise du nord-ouest et du sud-ouest. C'est l'un des rares aspects que nous avons apprécié dans le discours du président, positivement. Parce que, je dois rappeler ici, l'UDC est l'un des partis politiques qui, au Cameroun, prônait le dialogue républicain inclusif comme chemin idoine pour trouver les meilleures solutions et durables à la crise du Nord-Ouest et à l'ensemble des problèmes qui minent le pays. Notre leader l'a maintes fois fait, soit par des adresses verbales, soit par des lettres au président de la République. Nous pensons que le parti politique dont il est président était hostile à cette option. Parce que le RDPC disait qu'on ne peut pas aller dialoguer avec les gens qui ont osé prendre les armes. Et parfois poser toujours des questions avec qui doit-on dialoguer. Alors le président de la République, après avoir pris des mesures, a donné raison à l'opposition en convoquant le grand dialogue national. Le seul point de divergence que nous avons par rapport à cet événement historique, c'était la nature de l'inclusion. Et nous, à l'UDC, nous apprécions l'inclusion sur deux volets. Le premier volet, c'était le caractère, la qualité des participants.
Et il nous semble que le président a effectivement fait un dialogue inclusif, puisque les protagonistes, la milice amazonienne et même les familles des victimes étaient invités à la table. Donc, ce dialogue, en ce qui concerne le volet participant, est effectivement inclusif. Maintenant, l'inclusion également, selon nous, concernait l'objet. Et nous étions pas satisfaits que le président décide de circonscrire le dialogue dans le cadre constitutionnel. Parce que nous, à l'UDC, nous posions la question de savoir qu'est-ce que nous voulons, la paix ou la constitution? La paix pour la constitution ou une constitution pour la paix? Parce que lorsque vous allez à un dialogue ouvert pour chercher des solutions à un problème, vous ne pouvez pas d'emblée bloquer le sens où des solutions peuvent aller, puisqu'on ne sait pas si c'est la Constitution qui est la source du problème. Mais néanmoins, nous sommes allés, et avec la force de l'argument de l'opposition et les forces qui étaient là présentes, nous avons compris que le gouvernement est allé au-delà, n'est-ce pas, des limites constitutionnelles pour ouvrir le débat sur la forme de l'État. Et c'est au terme de ce débat-là, sur la forme de l'État, qu'on est arrivé à la solution consensuelle de consentir aux régions du Nord et du Sud-Ouest le statut spécial. Moi, je pense que lorsqu'on a fait ça, lorsqu'on a un État, et qu'on a fait cela, puisque le président avait dit que ceux qui ont pris les armes et qui acceptaient de venir au dialogue et qui acceptaient de laisser les armes peuvent normalement être insérés dans les institutions républicaines. Donc, je ne pense pas qu'il y ait plus à faire. Donc, si on a fait ça, et que les gens refusent et volontiers refuser de venir au dialogue et qu'ils continuent à rester avec les armes et faire ce que nous constatons sur le terrain là, pour nous, nous pensons qu'il n'y avait pas meilleure option pour le président de faire la fermeté et de dire que ceux qui restent là doivent être combattus. Parce que je ne pense pas qu'il y ait encore une autre solution miracle. On ne peut pas demander au Cameroun de rentrer encore, organiser un autre dialogue parce que ceux qui sont dans la forêt continuent à faire un chantage au président. De faire un chantage à la République. Je ne veux pas dire un chantage au président. De faire un chantage à la République qui est pour nous tous et doit être par nous tous. Lorsqu'on voit ce que nous observons sur le terrain, en ce qui concerne les atrocités de cette milice, contre les citoyens, empêcher les enfants d'aller à l'école, brûler les choses comme c'est qu'on vient de dire là, s'attaquer à des emblèmes républicains, moi je pense que la puissance de l'État doit répondre pour faire comprendre à ces gens la raison. La seule inquiétude, c'est que j'observe dans le discours du président, lorsqu'il appelle l'armée à être plus professionnel, plus ferme, mais avec méthode, nous comprenons qu'il y a la charge de la pression extérieure. C'est ce qu'on appelle la communauté internationale, qui parfois agissent contre le Cameroun sur la base des informations qu'on obtient sur le plan informel. Et ce qui m'amène aujourd'hui à interroger l'efficacité de la diplomatie offensive du Cameroun. Parce que tout le temps, on a l'impression que le gouvernement est à la défensive. Dans un contexte où on devait anticiper, aller donner les bonnes informations avant, au lieu de se mettre en posture réactionnelle chaque fois que les gens sur la base de lobbying qui agissent pour des intérêts que nous ne maîtrisons pas donnent des informations et que ces gens maintenant activent leur pression sur l'État comme si c'est l'État qui était le principal responsable de la dégradation. Nous disons qu'en ce qui concerne les causes, l'analyse des causes, il y a des problèmes de défaillance, il y a la responsabilité de l'État, mais la démarche récente en ce qui concerne la volonté politique de trouver des solutions, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller au-delà. Et le président est dans son bon rôle en optant pour la fermeté contre ceux qui veulent continuer normalement à agir dans la forêt contre les citoyens. Alors, que peut être l'élément déclencheur sur cet extrait d'abord que nous avons écouté concernant les régions du nord-ouest et du sud-ouest, sur la situation sécuritaire dans cette zone à travers ce discours du chef de l'État qui peut, au lendemain, c'est-à-dire au soir du 31 ou du 1er, amener les populations ou alors les belligérants à déposer les armes. Merci M. Boubangomna. Je voulais d'abord dire que je me félicite de la position de certains panélistes ici qui ont reconnu que le chef de l'État était dans son rôle dans ce que nous avons entendu le 31 décembre au soir. Le chef de l'État était dans son rôle, mais je voudrais ajouter qu'il était aussi fidèle à la démarche qu'il a initiée depuis le déclenchement de ce problème ou de ce conflit
le président a toujours été un président ouvert au dialogue, dont l'apaisement n'est pas un apaisement du 31 décembre 2019. Le président a toujours demandé aux groupes armés de déposer les armes et mis même en place un moyen, vous l'avez dit, un mécanisme de réinsertion de ceux qui déposent les armes pour bien montrer qu'il est dans une logique, n'est-ce pas, de solution pacifique, mais il a toujours dit, s'il refuse de déposer les armes, nous n'aurons pas d'autre choix que de les combattre. Et je ne crois pas qu'il y ait un seul pays au monde qui permette à des groupes armés de dicter leurs lois sur des populations civiles et autres. Donc moi je pense qu'il n'y a pas eu de nouveauté pour moi tant à la fermeté ou à l'apaisement. Le président est dans son rôle, il a réaffirmé ce rôle, mais également il est dans la continuité de ce qu'il fait depuis toujours, à savoir écouter, proposer des solutions concrètes, parce qu'avant le grand dialogue national, il y a eu, comme vous le savez, un certain nombre d'autres mesures qui avaient été prises au départ, y compris dès le déclenchement de ce problème qui au départ a commencé comme un problème corporatiste. On ne va pas revenir là-dessus, mais dès le départ, il y a un certain nombre de choses que le président et le gouvernement ont fait pour répondre aux revendications qui étaient considérées comme légitimes. Et je crois que le socle, pour ne pas dire le corps de cela, s'est concrétisé à travers le grand dialogue national où un certain nombre de propositions fortes ont jailli et ont été adoptées des recommandations. Et la question qui s'est posée, et que j'entendais certaines voix soulever ici et là, c'était de savoir à quand l'application des résolutions ou des recommandations du grand dialogue. On a vu que, même sur ce plan, on a beaucoup avancé, notamment sur la question majeure de la décentralisation, du statut spécial des deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Donc on peut dire qu'on est dans cette logique. Par contre, M. Bouba, je pense que ce qu'il faut bien noter, moi, ce qui m'a peut-être frappé dans ce discours du 31 décembre, c'est que le président confirme ce que le cardinal Toumi a dit il y a quelques semaines, contrairement à ce que mon ami Parfait vous essayait de décrire comme une situation chaotique. Le cardinal Toumi a bien dit que la situation s'est améliorée. Toute la délégation qu'il conduisait pour expliquer les résolutions du grand dialogue a fait le tour du nord-ouest et du sud-ouest. Ils n'ont pas été kidnappés, ils n'ont pas été attaqués une seule fois. Mais il y a encore ici ou là des groupes rebelles, mais qui se sont transformés en groupes criminels. Et je pense que c'était à des criminels que le président s'adressait et avait dans ce langage de fermeté. Nous ne sommes plus dans la nature intrinsèque du conflit qui opposait des compatriotes de régions qui, à cause des spécificités historiques, linguistiques et autres, avaient un certain nombre de revendications. Ces compatriotes aujourd'hui savent qu'ils ont été écoutés et que ce qui a été mis sur la table comme recommandation pour solutionner ces problèmes, ils savent de bonne foi que les pouvoirs publics, le chef de l'État a vraiment écouté, il a répondu, mais ils se rendent compte en même temps qu'aujourd'hui, ils sont, en tout cas pour certaines localités encore, ils sont plutôt prisonniers aujourd'hui de criminels, de bandits, qui ne sont plus aujourd'hui dans la revendication des problèmes qui concernent les populations anglophones, mais sont plutôt dans le crime, dans la criminalité et dans la violence. Et c'est à cela, je pense, et on peut le comprendre, on peut même le saluer, que le chef d'État s'adressait, envoyait ce message de fermeté. Ce n'était pas un message de fermeté envers ceux qui ont ces préoccupations légitimes qu'il faut répondre et dont on a commencé à répondre, mais c'est envers ces petits groupes rebelles qui, pour certains, sont d'ailleurs résiduels dans certains coins. Donc moi, je ne vois pas de nouveauté dans le discours du chef de l'État. Je vois plutôt un chef d'État qui veut rassurer les populations civiles, parce qu'en même temps, contrairement encore à ce que M. Parfait vous me disiez tout à l'heure, on voit des Camerounais qui reviennent du Nigeria. On voit des Camerounais qui s'étaient réfugiés au Nigeria qui reviennent. On voit beaucoup qui viennent de Brousse. On voit beaucoup d'ex-combattants qui remettent les armes et qui vont dans les centres de réinsertion. Donc la situation, M. Boum, n'est pas celle que vous décriez. Elle est même une situation, je dirais, légèrement optimiste. Et on peut espérer que d'ici quelques temps, nous aurons parfaitement, et surtout avec les élections du 9 novembre, qui apporteront les nouveaux élus municipaux,
du 9 février autant pour moi, merci, apporteront de nouveaux exécutifs municipaux et un statut spécial qui pourra se mettre en place, moi je suis convaincu que nous allons vraiment vers la solution définitive de ce problème. Alors, Aloïs Parfemoud, sur la situation sécuritaire dans ces deux régions du pays, effectivement, il y a la guerre des chiffres entre le gouvernement et les organismes internationaux, que ce soit les déplacés internes, les déplacés externes. On ne s'accorde pas sur les chiffres. Est-ce que vous avez le sentiment que depuis un certain temps, quand même, les choses bougent dans le sens positif, c'est-à-dire ceux qui étaient partis commencent à revenir petit à petit à la maison? Non, c'est exactement la situation qui est un peu décrite par certains panélistes ici. Quand vous les entendez parler, on a l'impression que tout est fini, qu'on est désormais au paradis de ce côté. Ils sont hyper optimistes. Vous préférez nous dire que nous sommes à l'enfer? Monsieur Abet, est-ce que je peux continuer? Non, je vous posais juste une question. Donc, ils ont l'impression que c'est déjà le paradis qu'on peut, mais en réalité, c'est pas vrai. Parce que sur 50 000 réfugiés, si 87 reviennent, qu'on ne nous dise pas que les gens sont revenus. Sur 500 000 ou bien 200 000 ou 300 000 même, s'il y a une dizaine de mille qui reviennent, qu'on ne nous dise pas que la sécurité est revenue. Je vous donne quelques chiffres. Vous arrivez dans un département comme le Lébialem, qui a 3 ou 4 arrondissements. Vous ne trouvez aucun sous-préfet. Un est à Tchang, l'autre est à Bouya, l'autre est un peu plus loin. C'est des signes que la situation est encore très préoccupante. C'est la même chose pour Elekam, c'est la même chose pour presque toutes les administrations de cette zone. Nous avons le devoir de dire aux Camerounais la vérité, et c'est le drame en zone francophone. Les francophones, pour eux, il n'y a pas de sinistre dans ces zones. Or, je vous dis que une centaine de militants du SDF sont actuellement en captivité. Parce que justement, la situation est assez sérieuse. Donc, le discours du chef de l'État, je suis d'accord que c'est un discours, c'est un rituel. Il est obligé de montrer que tout va bien et qu'il tient les rênes de l'affaire. Mais en réalité, quand vous arrivez dans ces zones, vous constatez que c'est pratiquement invivable et que les chiffres qu'on nous balance sont les chiffres dans des studios de télévision et de radio climatisés. Mais en réalité, la situation est assez préoccupante et il faut aller au-delà. Et je dis encore que cette crise, la solution ne sera jamais militaire. Parce que la femme qui vend le haricot, le bénin haricot là, parfois c'est elle le problème, c'est elle qui peut tirer sur vous. Le monsieur chez qui vous prenez la moto ou bien le taxi, c'est lui qui peut être votre adversaire ou bien qui peut en finir avec vous du jour au lendemain. Parce que ce sont des problèmes d'idées. Des idées. Et les idées, on ne les finit pas à travers des kalachnikovs ou bien des armes. Et c'est pour cela que je dis, on a l'impression, oui, l'OSTF était à ce dialogue. Nous étions partie prenante. Nous avons d'ailleurs tout donné, parfois même au sacrifice. Mais nous disons, au-delà de cela, la réalité est tout autre. C'est que il faut revoir les approches. Il faut revoir les différentes approches. Et c'est pour cela que j'évite l'optimisme, j'allais même dire optimisme béat de certains panélistes et de certains francophones qui n'ont pas la réalité. Moi, avant d'arriver ici, j'ai demandé à ma hiérarchie quelle est la situation au président régional du Nord-Ouest. Il est ici dans un hôtel. Beaucoup de députés sont ici. Personne n'est rentré. Le chairman a célébré pour la première fois l'anniversaire, le nouvel an à Yaoundé. C'est pour vous dire qu'il ne le fait pas de gaieté de cœur. Il le fait justement parce que la situation est encore assez préoccupante. Et je ne viendrai pas ici pour vous dire que oui, c'est beau, c'est comme ça, c'est comme cela. Il va de soi que le président a tenu un discours. Et je vous dis, la fermeté là, ça ne date pas d'hier. C'est depuis au moins 3 ans. Et quelqu'un a dit d'ailleurs qu'il y a un certain nombre d'actions qui ont été menées.
Mais si des actions avaient été menées depuis, on n'en serait pas à 2000, 3000, 4000 morts. On n'en serait pas à une économie détruite. On n'en serait pas à autant de réfugiés. Non, rien n'a véritablement été fait il y a 3 ans. Des gens ont dit qu'ils vont utiliser les Kalachnikov. Voilà là où nous en sommes. Il faut aller au-delà de cela pour au moins s'évoluer. Dans une sortie médiatique, Eric, le ministre de l'administration territoriale a fait savoir que des armes ont été retrouvées dans une ambulance appartenant aux partenaires internationaux. Il ne les a pas nommés, il n'a pas cité le lieu. Est-ce une manière d'indexer, de pointer du doigt ces partenaires internationaux, de mettre de l'huile sur le feu dans ces régions? Non, c'est pas qu'il les indexe, sauf qu'il voudrait simplement prendre à témoin la communauté nationale et internationale de ce que, par leurs propres efforts, il est évident que les belligérants que nous rencontrons sur le terrain et auteurs de la crise du nord-ouest et sud-ouest ont forcément des soutiens et des appuis qui viennent au-delà du triangle national. Il va donc de soi que, en attrapant un véhicule qui a été aux couleurs d'un organisme international, il va de soi qu'il faut d'abord restituer la vérité de ce qu'on a constaté. Maintenant, quant à savoir l'implication des puissances étrangères par rapport à la situation dans le nord-ouest, dans le sens de conforter la position des belligérants, on ne peut pas jusqu'à présent se prononcer sur le sujet. Cependant, ce qu'il faut reconnaître, c'est que il y a eu un caractère assez partialiste d'une certaine communauté internationale par rapport à la crise anglophone, qui a théoriquement demandé au président de la République d'aller dans le sens du dialogue inclusif avec les différents protagonistes, sans toutefois demander à ceux-ci de baisser les armes et de cesser les exactions. Il a fallu qu'il y ait la posture du gouvernement dans le sens d'apporter le plus large canal d'information afin que, prenant donc à témoin tous les observateurs avertis, ils ont donc été contraints d'interpeller maintenant les auteurs de cette crise dans la partie militaire, dans la partie armée, dans la partie criminelle. Ils ont donc été obligés de les interpeller afin qu'il y ait plus de responsabilité. Sur les actions du gouvernement, on n'a plus besoin d'être exhaustif sur ce qui a été fait. Ça a été visible par tous. Le plus auréolé de tous a été le dialogue national dont on a vu la participation du corps social national mobilisé. À côté de cela, on a vu un activisme certain des Camerounais qui sont encore soit Camerounais, soit aient la binationalité et qui procèdent par des mesures de dénigrement des efforts faits par les pouvoirs publics tout en donnant l'impression de soutenir de manière passive ce qui est fait dans ces régions. Nous avons tous en tant que Camerounais une appartenance, que ce soit au niveau de la filiation, que ce soit de la culture, que ce soit des liens de famille, avec les ressortissants de ces deux régions. Aucun Camerounais aujourd'hui ne peut s'estimer exclu de la crise anglophone. Nous sommes tous concernés. C'est pour cela que, préoccupés par la situation d'insécurité, il va donc de soi que nous interpellons celui à qui on a confié le mandat d'être le garant de la sécurité dans la République, de prendre ces dispositions. Il doit donc les prendre, tant pour la situation à l'intérieur que pour rassurer les partenaires de l'extérieur. Encore faudrait-il que ces partenaires de l'extérieur aient déjà la posture de la neutralité en ce qui concerne le principe de non-ingérence dans les affaires internes, mais également donc ce principe d'accompagnement des pouvoirs publics pour trouver une solution. Si on a déjà cet accompagnement sur des questions économiques avec les programmes dans lesquels nous sommes soumis, que ce soit sur le plan multilatéral avec les institutions de Bretton Woods, FMI, Banque mondiale, mais également sur le plan bilatéral avec des pays comme la France, l'Angleterre, les États-Unis ou l'Allemagne, il va donc de soi que sur des questions qui relèvent de la situation sociale, que nous puissions voir ces puissances intervenir dans le sens de conforter les pouvoirs publics dans leur démarche. C'est pour cela, et je félicite le ministre de l'Administration territoriale, qui a pris le courage de présenter les faits, sans toutefois édulcorer sur quoi que ce soit, à l'effet de prendre tous les observateurs à témoin sur ce qui se passe dans notre pays. Alors, Koupit Adamou, quel regard vous jetez sur la participation, ou on va dire un peu la gestion de cette crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest des partenaires internationaux? Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils sont plus neutres, ils sont objectifs, ou alors ils ont un comportement, pour certains, on peut les taxer d'être partisans?
Mais pour comprendre la posture ou bien la position de la communauté internationale dans la gestion de cette crise, il faut d'abord comprendre que ce que nous appelons communauté internationale, qu'on les prenne au volet multilatéral ou bilatéral, ils sont animés par l'intérêt de leur pays. Il n'y a aucun État qui vienne au Cameroun dépenser en termes de ressources financières, matérielles et humaines seulement pour aider les Camerounais à progresser. Donc, lorsqu'il y a une crise comme celle nord-ouest et sud-ouest, il faut torcher en profondeur quels sont les véritables enjeux en ce qui concerne les intérêts des uns et des autres. Nous savons aujourd'hui que Bakassi est une terre pétrolifère. Nous savons quelles sont les richesses du sol et du sous-sol dans ces deux régions-là. Et donc, il va de soi que les gens viennent développer une situation de tension parce que cette situation peut, à terme, les mettre en posture d'exploiter ce qui leur donnera la possibilité de maximiser les intérêts à eux genoux. Ce n'est pas seulement au Cameroun qu'on le vivra. Vous pouvez avoir l'expérience du Soudan. Le Sud-Soudan aujourd'hui qui a pu obtenir l'autonomie, on ne sait pas si un citoyen du Soudan du Sud peut se dire qu'il se porte mieux aujourd'hui qu'avant. Et donc il faut donc comprendre que partout où il y a ce genre d'intervention, à terme, les citoyens ont toujours quelques années supplémentaires de regret. Il faut donc que nous restons confortables sur nos postures de voir que la meilleure solution est celle qui viendra de nous-mêmes. Et nous nous réjouissons que le gouvernement ait compris ça, mais le gouvernement a compris sans aller toujours dans le sens de pérenniser la culture du dialogue à l'intérieur de la nation. Parce que lorsque vous dialoguez pour apporter des solutions à un conflit qui est déjà là ouvert, ce n'est pas autant efficace que si vous avez dialogué pour anticiper la venue de la crise. Les membres de la communauté internationale qui instrumentalisent, qui utilisent les gens, parce que votre question, la réponse saute à l'œil nu. Les principaux bailleurs de fonds de ceux qui sont aujourd'hui dans la forêt et qui ont les armes dans ces deux régions résident dans ces pays-là, qui sont des puissances internationales intervenant directement ou indirectement dans la recherche de la solution. Si il y avait une volonté réelle de conduire au terme de la crise, on devait commencer d'abord par voir comment mettre en difficulté ceux qui, sur le terrain extérieur, agissent pour aggraver des situations conflictuelles au Cameroun. On ne le fait pas, mais au contraire, on a l'impression que ces gens se transforment en principaux collabos. Et on les écoute mieux que les autorités officielles du Cameroun. Moi, je pense que lorsque Jean de Pafin-Voum développe ce qu'il a développé et qui est pertinent, somme toute, le combat politique doit être un combat où on mène une dose de raison avant d'aller au sentiment. La raison voudrait que vous avez voulu que le Cameroun passe au statut de l'État fédéral. La puissance politique en place aujourd'hui en est hostile, disant que son projet politique, sur la base duquel on lui a donné le mandat, n'est pas fédéraliste. Alors, on nous donne une opportunité, laquelle? Celle d'aller à une élection où on aura la possibilité, si on a la majorité, de l'amener à faire ce changement. Parce qu'il faut le dire aux Camerounais, si au sorti des élections législatives du 9, l'opposition a la majorité législative, la Constitution dit que c'est cette majorité qui va normalement former le gouvernement, et étant au gouvernement, on peut normalement impulser des changements importants que lorsqu'on est en position où nous sommes aujourd'hui. Oh, mais comment la milice se comporte vis-à-vis de ceux qui s'engagent à aller aux élections? On nous dit ici, on a brûlé la maison du vice-président de l'Assemblée nationale, simplement parce qu'il pose sa candidature. On prend des candidats du SDE en otage parce qu'ils ont exprimé leur désir de candidater pour aller aux élections. Mais alors, quand on se comporte comme ça, et on est en face d'un État dont le gouvernement a la responsabilité primaire, il faut lire l'article 5 de la Constitution, de garantir la sécurité des gens et de leurs biens. Il n'y a pas d'autre option que d'aller maintenant à la fermeté contre ceux qui agissent de cette manière. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous voulez prôner la liberté
en vous comportant de manière dictatoriale contre ceux qui ne veulent que exprimer leur choix libre. Moi, je crois que pour le cas d'espèce, nous avons condamné l'option militaire sans dialogue préalable. Mieux vaut tard que jamais. Le gouvernement est allé à ce dialogue. Nous y sommes allés. Mboum et moi, on y était. Nous avons participé aux travaux de la commission numéro 8, où on a ouvert le dialogue sur la forme de l'État, où on a entendu les gens qui étaient de la milice ambazonienne. Les gens sont venus, ils ont parlé, ils ont eux-mêmes dit qu'ils étaient en forêt, ils ont tué. Certains ont craché de l'arme là-bas. Alors, que voulons-nous qu'on fasse de plus dans la logique de la recherche de solutions pacifiques? Absolument. Moi, je pense que il faut dire la vérité. C'est pas parce que nous sommes de l'opposition qu'on ne va pas, on va faire comme si demain, nous aussi, on ne sera pas au pouvoir. L'UDC aspire à arriver au pouvoir. Et quand on va arriver au pouvoir, on n'acceptera véritablement pas que les gens piétinent l'autorité étatique jusqu'à un certain niveau. Daniel Claude Abaté, y a-t-il une volonté sur la guerre de ces chiffres, hein? Chacun avance ces chiffres sur le plan humanitaire. Est-ce qu'il y a une volonté de grossir les chiffres pour susciter une intervention de la communauté internationale? Écoutez, si vous suivez ce conflit attentivement ou ce problème attentivement, la réponse ne fait aucun doute. C'est l'affirmatif qu'il y a effectivement des tentatives, tant sur le plan interne, politique interne. On a vu un opposant politique camerounais reprendre un chiffre ubuesque de 12 000 morts qui avait été avancé par un représentant du gouvernement américain qui rencontrait scandale diplomatique de mon modeste point de vue, qui rencontrait de manière officielle des sécessionnistes avec des emblèmes et un drapeau de l'Amazonie, ce qui, dans les relations internationales, suffit à créer un casus belli. Vous imaginez le président de la République du Cameroun discutant avec les indépendantistes corses ou basques. Vous comprenez très bien que les pays concernés, je vais même très loin en Europe, discuter avec les indépendantistes angolais ou casamançais ou du Sahara occidental. De manière ostentatoire, c'est-à-dire qu'il s'est laissé filmer, il a dit des choses au cours de cette réunion. Donc, vous comprenez très bien que il y a manifestement cette volonté. Et je pense que Monsieur Bouba, je pense que si on s'en tient uniquement aux problèmes qui auraient légitimement amener nos concitoyens anglophones à revendiquer de manière forte un certain nombre de droits. Si on ne s'en tient qu'à ça, on n'aura pas fait le tour de tout le problème. Mais on a bien vu dès le départ que les revendications qui avaient été posées n'étaient que pour une partie des personnes concernées, n'étaient que des prétextes. Parce qu'on a bien vu que dès le départ, lorsque le gouvernement, lorsque le chef de l'État a instruit et a demandé à des ministres d'aller rencontrer les leaders de ces corporations, là on a bien vu qu'ils prenaient des instructions qui venaient déjà d'ailleurs. Chaque fois que le gouvernement répondait à une revendication, les représentants des corporations sortaient pour aller prendre des instructions qui venaient déjà de l'Occident. Le cardinal Toumi, je redis encore ça à mon ami Parfait Mvoum, qui manifestement veut décrire une situation chaotique, infernale dans les deux régions. Non, nous ne disons pas que tout est parfait, nous ne disons pas que c'est le paradis, mais vous n'allez pas accuser le cardinal Christian Toumi de mauvaise foi lorsqu'il dit que la situation s'améliore, et elle s'améliore. Je viens d'ailleurs de recevoir l'instant, autant que vous, avant de venir, je me suis renseigné. Je viens de recevoir à l'instant, la résidence du général ambazonien de Balikumbat vient d'être brûlée par les populations en colère et qui ont juré que plus jamais d'Amba Boys dans leur localité. Et ce genre d'initiative des populations se multiplie un peu partout dans le nord-ouest et le sud-ouest. Bien entendu, nous ne disons pas que tout est fini, il faut croiser les bras, mais soyons d'accord avec le cardinal Toumi, qui a fait plus que vous. Il a fait le tour de toutes ces villes, de toutes ces régions, et il en a conclu que la situation s'améliore.
Et il a dit quelque chose de plus, que beaucoup de ceux qui sont dans la forêt ont été manipulés avec des promesses fallacieuses de recevoir des salaires mensuels tous les mois, d'être recrutés en priorité dans la nouvelle armée, etc. Donc tout cela a participé, cette manipulation, cette propagande a participé à radicaliser un certain nombre de combattants et à leur donner l'illusion qu'ils allaient... voilà, ce n'était pas parce que le gouvernement ne faisait pas des choses, ce n'était pas parce que le pouvoir en place ne répondait pas, c'est simplement que les gens étaient manipulés depuis l'extérieur. Donc, M. Bouba Ngomna, je voudrais dire que on ne peut pas nier la mainmise, ou en tout cas l'influence négative d'un certain nombre de forces occultes étrangères, mais en tout en le disant, je voudrais me féliciter parce que cette tentative de grossir les chiffres provient de quoi? Elle provient du fait que sur le plan juridique international, l'Ambazonie n'a pas connu de succès sur le plan diplomatique. Parce que, souvenez-vous que dès le départ, ils avaient remis en cause le référendum de 72, et bien avant même la réunification 61. Et ils sont partis aux Nations Unies disant qu'ils ont été floués. Les Nations Unies ont dit que le vote était régulier. Autant pour moi. Ils sont allés à la Haute Cour de justice de Londres porter plainte. Vous vous souvenez bien que la Haute Cour de justice de Londres, dont on ne peut douter un seul instant de la probité et de la neutralité, s'est prononcée et n'a pas reconnu à ces deux régions d'avoir été un territoire indépendant ou un État indépendant et a recusé les Ambazoniens. Et c'est lorsqu'ils ont perdu sur tous les plans sur tous les plans juridiques internationaux, lorsqu'ils ont épuisé tous les recours, que ce soit au sein de l'Union africaine, quand ils ont épuisé tout cela et qu'ils ont été déboutés, que de plus en plus, ils ont commencé donc à inventer un certain nombre de prétextes, de grossir les chiffres. On a même entendu une fois les gens parler de génocide dans le nord-ouest ou le sud-ouest. Et donc tout cela, de notre point de vue, montre simplement que la cause ambazonienne, la cause sécessionniste est aux abois, tout simplement parce que sur le terrain et concrètement sur le plan politique, le président de la République a bien compris et il est en train de résoudre cette situation dès lors qu'il a compris, et comme le disait Koupit Adamou tout à l'heure, dès lors qu'il y a eu un dialogue dans lequel tous ont participé, y compris des combattants. Ceux qui ne sont pas venus, qui ont pratiqué la chaise vide, c'est de leur droit, mais le dialogue était ouvert à tout le monde. Et on a vu des personnes qui avaient effectivement commis des crimes qui sont venus, comme on a vu à l'aéroport hier, un général, le général dont j'oublie le nom, qui a atterri à l'aéroport de Yaoundé à Simalène avant-hier, qui a déclaré que voilà. Et c'est pas la communauté internationale qui viendra résoudre. Parce que lui, voilà, beaucoup d'entre eux étaient dans cette logique, ils pensaient qu'ils allaient être soutenus, mais ils se rendent compte que ce n'est pas possible et que de toutes les façons, la solution ne viendra pas de ces gens et que dans beaucoup de cas, ces gens les ont trompés, ces gens les ont manipulés et qu'il est temps aujourd'hui, au regard des dégâts qu'eux-mêmes reconnaissent avoir infligés à leur population. Monsieur Mvoum, il faut le dire, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas notre armée. Beaucoup des actions, beaucoup d'actes barbares, le refus d'empêcher les enfants d'aller à l'école pendant qu'ils envoient leurs propres enfants à l'école, je parle des leaders sécessionnistes, tout cela est le fruit du travail de ces groupes armés sécessionnistes qui aujourd'hui se rendent compte qu'ils sont dans l'impasse et qu'ils n'atteindront pas leur but. Et aujourd'hui, donc, nous sommes optimistes parce que nous pensons que les populations elles-mêmes ont compris quel est l'intérêt dans cette affaire. C'est ça qui fonde notre optimisme. Ce n'est pas un optimisme béat, ce n'est pas un optimisme inventé. Nous voyons des populations qui elles-mêmes aujourd'hui ont compris de quel côté se situe leur intérêt et qui défendent vraiment leur cause. Aloïs, parfait-vous, dans le discours adressé à la nation sur cet aspect précis concernant l'application des résolutions du grand dialogue national, le chef de l'État reconnaît une lenteur, que ces décisions sont en train de prendre corps, mais que cela prendra encore un peu plus de temps. Selon vous, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire de manière urgente pour décrisper définitivement la situation sur le terrain? Si tu me permets, j'ai 2 ou 3 choses à dire. D'abord, je me félicite que Claude Abaté encense aujourd'hui le cardinal Christian Toumi, parce qu'il y a quelques années, il a tiré à boulet rouge sur ce cardinal. Il a traité de tous les noms d'oiseaux.
Donc il y a quand même une évolution, même dans la mentalité des militants du parti au pouvoir. Donc c'est important. Signe qu'il est objectif. Non, signe que seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Voilà, donc je me félicite pour ça. Ça c'est la première chose. Et il le sait pertinemment. Maintenant, la deuxième chose, c'est cette communauté internationale. Il est important qu'on sache que nous tous, nous faisons partie de la communauté internationale, que le Cameroun fait partie de la communauté internationale. On a l'impression de parler de la communauté internationale comme si c'était l'affaire des autres. Et pour le moment, le gouvernement n'est pas gêné par les prises de position de cette communauté internationale. C'est faux. Parce que s'il était gêné, il aurait au moins rappelé un ambassadeur, il y aurait eu au moins une rupture de convention entre des États. On aurait pu dire... Mais donc c'est dans les studios une fois dans la sortie du ministre de l'administration territoriale, de manière sibylline, il le dit, et il appelle la communauté internationale à plus de sincérité, à une collaboration beaucoup plus franche. Oui, mais parce qu'il se pose une série de questions. Est-ce que dans les ambulances on doit retrouver, par exemple, des sécessionnistes? D'abord, est-ce qu'on doit retrouver des jumelles? Est-ce qu'on doit retrouver des armes? Selon lui. Bouba, mon cher Bouba, est-ce que c'est vrai ce que dit le ministre? Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez la preuve du contraire? Est-ce que vous avez la preuve du contraire? Les camarades du SIF, quand les camarades du SIF te disent ce qui se passe, c'est vrai. Est-ce que vous avez au moins une image? Est-ce que vous avez au moins une image? Vous avez décrit la situation, si vous n'avez pas apporté des images. C'est pour vous dire que c'est de la communication politique uniquement. Parce qu'il aurait pu nous dire au moins que voilà les jumelles que nous avons retrouvées, voilà les armes que nous avons retrouvées, voici. Il ne dit pas. Vous avez crié au montage. Et on en débat à longueur de journée. En tout cas, peut-être à la sortie d'ici, Claude Abaté va me montrer quelques images, mais je suis sûr qu'elles n'existent pas. Mais je comprends qu'en situation de guerre, qu'on ait ce genre de communiqué. Et c'est aussi dangereux, parce qu'il faut au moins dire la vérité aux Camerounais. Dans ce genre de situation, il faut dire la vérité. Dire que voici, faire le point. Nous dire voici ce qui se passe, voici la réalité. Chaque fois qu'on va chercher à biaiser, il y aura une rupture de confiance entre l'État et les populations. Maintenant, Koupi Adamo, pour chuter, a dit que nous aurons la majorité et puis que nous devons avoir la majorité. Koupi, toi et moi, nous sommes candidats pour la députation. Toi dans le Noun, moi dans le Fundi, mais nous savons que il nous sera difficile d'avoir cette majorité, ce d'autant plus que le parti au pouvoir, avant même les élections... Vous y allez quand même en victime résignée? Non, c'est l'objectivité. Vous n'attendez rien. Non. Vous allez jouer les faire valoir, c'est ça? Bouba, c'est le devoir de vérité. Le devoir de vérité, quand un parti a déjà 35 sièges sans compétir et qu'il lui faut seulement 90 sièges pour avoir la majorité. 35 parce que vous n'avez pas présenté des candidats, il faut dire ça aux Camerounais. J'ai beau vouloir être... Les 35, c'est parce que vous n'avez pas de candidats. S'il te plaît, non, c'est parce qu'on a été exclus du processus. J'ai beau être optimiste, il y a un brin de vérité là-dessus. Maintenant, par rapport à votre question, je dis, la situation est assez sérieuse. Nous devons tous, parce que nous sommes tous les fils de ce pays, si le pays s'enflamme, c'est nous tous qui perdons. Et pour cela, nous devons tout faire et en urgence pour régler cette crise. On a passé 3 ans à ne rien faire. 3 ans à ne rien faire. À passer de 0 mort à 3000 morts minimales. À passer de 0 école brûlée à plusieurs écoles. À des hôpitaux, des ceci. Il faut aller vite. Et le président nous demande encore du temps. Il dit que ça prendra encore du temps. Non, c'est urgent. Et je vous dis, peut-être que dans les 20 prochains jours, le STF prendra une position définitive parce que nous n'allons pas continuer à laisser nos militants être embastillés de cette manière, à subir comme on est en train de subir, parce que nous voulons aller à une élection. Donc dans les 20 prochains jours, nous prendrons une décision forte après avoir évalué la situation réelle de cette zone et nous aviserons
parce que effectivement, il y a quelque chose d'indécent qui se passe de ce côté. Monsieur Bouba, si vous me permettez, je voudrais quand même dire en 30 secondes à Monsieur Mvoum que si le SDF n'avait pas joué avec le feu dès le départ... C'est quoi jouer avec le feu? Je pense que le SDF a été un peu à jouer avec le feu, j'entends par là. On a vu le SDF aller chanter les chansons ambazoniennes à l'Assemblée nationale. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est pas une chanson ambazonienne. Enfin, c'était chanté par les ambazoniens à l'époque. On a vu le SDF le reprendre. On a vu un certain nombre d'élus. En tout cas, c'est pas l'hymne national. C'est pas l'hymne national. On vous a vu chanter un certain nombre. Donc nous nous réjouissons qu'avec le temps, le SDF a compris que la perpétuation de cette crise était contre. Elle était contre-productive pour elle. Donc, moi, je pense que je me réjouis de voir aussi que vous aussi, vous n'êtes pas des imbéciles. SDF, vous changez d'avis. Comme nous avons, hein. Comme tu as changé d'avis. Voilà, vous changez d'avis. Donc, moi, je me réjouis et je voudrais vous encourager. Et, monsieur Voum, à aller de l'avant, à soutenir cet effort, comme le fait l'UDC de Adamou Koulpit, qui reste dans l'opposition, mais dit quelque chose qui est fondamental. Sachez que ça peut ne pas être le RDPC aux affaires demain, ça peut être vous. Vous devez tenir le langage de la responsabilité. Vous n'allez pas, ce n'est pas parce que demain le SDF sera aux affaires qu'il va permettre qu'un groupe armé sème la zizanie, menace les populations et empêche les enfants d'aller à l'école. Vous aurez les mêmes réactions. Parce qu'un État doit pouvoir défendre l'intégrité de son territoire, un État doit pouvoir garantir la sécurité des biens et des personnes dans son espace pour que les citoyens vivent effectivement dans la paix et dans la sécurité. Si tu permets un peu sur ce point, si tu permets, je voulais dire que oui, nous avons chanté à l'Assemblée pour que l'Assemblée prenne ses responsabilités. Mais votre majorité, on ne serait pas arrivé au dialogue. Votre majorité, moi j'ai défilé torse nu, monsieur Abaté, devant le chef de l'État le 20 mai 2018. Tout cela, c'était pour attirer l'attention du pouvoir de Yaoundé, que quelque chose, un drame se produit. Vous êtes dans votre rôle. Oui, si vous nous aviez écouté, on n'en serait pas là. On vous a écouté, on n'a même pas attendu le SDF pour répondre. Et vous êtes dans votre rôle. Le rôle de l'opposition, c'est ça. J'entends souvent des opposants qui disent, on a fait ceci, c'est parce qu'on a fait ceci. Mais c'est aussi ça le jeu démocratique. Non, dans les pays, permettez-moi de terminer. Vous la laissez terminer, s'il vous plaît. Vous savez, vous n'allez pas nous accuser de tout et de rien. Si l'opposition a eu une démarche républicaine et a attiré l'attention des pouvoirs publics sur un problème qui ne va pas, c'est tant mieux. On ne va pas, nous on ne nie pas l'existence de l'opposition. Au contraire, nous respectons l'opposition et chaque fois que l'opposition a quelque chose d'important à le dire, le président l'a dit. Le président l'a dit, il a dit dès le départ d'ailleurs. Il n'a même pas attendu le jeu démocratique. Vous savez que le président a celui qui a permis à tous les Camerounais qui étaient à l'étranger pour des délits d'opinion de revenir. Comme il a dit le 31, le président a déjà été ouvert au débat. Et non pour... Alors moi je voudrais dire que l'opposition... Pour chuter maintenant. Pour chuter, je voudrais simplement dire à M. Roux que moi je me réjouis. Okay? Mais dans tout ce que vous dites, je voudrais simplement que vous ayez l'humilité et l'honnêteté intellectuelle que c'est parce que un certain nombre de partis politiques dans notre pays, et ce n'est pas parce que le SDF, n'ont pas su prendre des positions républicaines. Je vous ai cité un leader de parti arrivé deuxième à la présidentielle, qui a repris à son compte le chiffre de 12 000, hein, dont il n'avait aucune donnée, mais qui, dans son point de vue, estime. Et c'est ce petit piège dans lequel sont tombés un certain nombre de partis, pensant utiliser la crise du Nozo pour pouvoir atteindre leurs objectifs politiques, de politique interne ou de politique politicienne. Malheureusement pour eux, ils se rendent compte que cette démarche a été d'abord contre-productive pour eux-mêmes, et c'est normal, parce que vous l'avez dit vous-même, c'est notre Cameroun, ce n'est pas le Cameroun, il n'y a pas, ce qui se passe au nord-ouest, au sud-ouest n'est pas une affaire du RDPC, du SIF, comme vous voulez le faire comprendre. Nous voulons la paix, nous voulons que les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest circulent et vont librement à l'heure, comme nous avons toujours vécu dans ce pays. Donc moi je me réjouis que le SIF aujourd'hui ait pris la position qui est la tienne, et je vous encourage à aller de l'avant, mais assumez aussi votre part de responsabilité en sachant aujourd'hui que vous êtes victime vous-même de ce que vous avez encouragé, parce que vous avez eu des rapports
un peu incestueux avec un certain nombre de leaders sécessionnistes. On a vu certains de vos leaders les rencontrer à l'étranger, se filmer avec eux à l'étranger, discuter avec eux à l'étranger. On a vu un certain nombre de vos responsables se faire prendre en otage pour jouer, se faire prendre en otage. Non, Donc, je suis content. Tu vas loin. Je suis content que vous ayez tourné cette page. Je suis très content que vous ayez tourné cette page et que le SDF aujourd'hui s'inscrit résolument dans la République et que ensemble nous allons aller aux élections pour créer mettre en place de nouveaux exécutifs municipaux. Quelles sont selon vous les mesures urgentes nécessaires à prendre pour une sortie rapide de la crise dans cette région selon vous? Avant d'arriver à la solution, je vais reprendre deux choses. La première, c'est de dire d'abord que les Camerounais comprennent que quand ils parlent de la majorité, ils parlent du nombre de députés de l'opposition qui pourra arriver. Pas qu'ils doutent de notre élection, cette élection de lui et moi. Mais je voudrais dire que quand j'évoquais ce problème, c'est de dire que quand on est déjà conscient que sur tapis vert, le RDPC gagne 35 sièges, alors les 145 sièges qui nous restent, la milice amazonienne agit de manière à les limiter davantage. C'est ce que je condamne. Quand on vient empêcher une personnalité comme l'honorable Banda, vice-président national, quand on vient violenter les candidats du SDF, et que le SDF aujourd'hui, sur la base de cette violence, nourrit déjà la velléité de dire qu'il ne participera plus aux élections, ce n'est pas pour maximiser la chance de l'opposition d'avoir cette majorité derrière laquelle nous courons. Or, nous connaissons tous que le contexte aujourd'hui, la vie que le système a imposée aux Camerounais, milite en faveur du rejet massif du RDPC aux prochaines élections. Et donc, nous ne doutons pas qu'on pourra gagner. Il faut donc condamner avec fermeté les agissements de cette milice-là, avec cette violence. Et c'est pour ça que nous encourageons l'option présidentielle de les combattre. Maintenant, sur la question, qu'est-ce qu'il faut faire actuellement? Je pense que nous... Parce que le chef de l'État demande en d'autres termes du temps. Oui, il ne faut pas qu'il nous demande encore du temps. Le laxisme qui caractérise la gouvernance du renouveau nous a déjà assez causé du tort. On a passé 23 années pour mettre la décentralisation qui était une option consensuelle sur la forme de l'État. Parce que si on avait mis la décentralisation en œuvre, on n'en serait pas là où on est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a marqué un temps important où on a pris une résolution pour octroyer à ces deux régions des statuts particuliers et aller davantage vers la mise en application de la décentralisation. Si le président dit qu'il faut du temps, nous pensons qu'il est en train de se moquer de l'honneur et de l'intelligence des Camerounais. Il faut aller vite dans le sens de la mise en application de cette décentralisation et du statut particulier octroyé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Si on a une raison de lui accorder quelque temps, c'est simplement le temps qui nous sépare d'aujourd'hui jusqu'au lendemain des prochaines élections, le 9 février prochain. Mais à partir du 10 février, le chantier de la mise en œuvre de cette décentralisation doit être la priorité des priorités, à savoir la convocation du corps électoral à l'effet d'élire les exécutifs régionaux et de mettre en application cette disposition institutionnelle et infrastructurelle consentie dans le cadre du statut particulier de ces deux régions. Éric Embolo, est-ce qu'on peut s'attendre à une montée en puissance de nos forces de défense dans la mesure où ceux qui vont continuer à aller à l'encontre des lois et règlements de la République, est-ce que ceux-là, par exemple, seront sévèrement réprimés par nos forces de défense? Autrement dit, sur un autre volet, le chef de l'État dit oui, nous allons aller progressivement, on va appliquer les résolutions du grand dialogue national, il faut encore un peu plus de temps. Est-ce que c'est pas un temps supplémentaire ou un temps de plus ou un temps de trop qu'il doit avoir? Non, ça ne saurait être un temps de trop pour un principe assez simple. Le chef de l'État, dans son adresse, a demandé à tous ses belligérants de déposer les armes. Il va donc de soi qu'il faille qu'on mette en place tout un mécanisme pour réceptionner, n'est-ce pas, la démarche résultant de l'interpellation qui a été faite par le chef de l'État. Donc, le temps, en réalité, qu'il sollicite, c'est parce qu'il y a déjà un espace qui a été connu, celui du dialogue. Et ce dialogue, aujourd'hui, doit connaître une garantie sécuritaire, d'où le sens de la fermeté de son discours. Il est donc clair que si le président de la République
ne s'investit pas à trouver pour toutes les parties concernées à ce conflit un espace pour pouvoir permettre à ce que nous trouvions une solution satisfaisante, parce qu'il reviendrait à celui-ci de prendre donc la mesure coercitive qui s'imposerait. Or, quand il dit qu'il a besoin de temps, il a simplement besoin de temps pour que la partie d'en face vienne déposer les armes et que les institutions prévues, et les dispositions prévues par les nouvelles institutions se mettent progressivement en place. Il s'agirait de quoi? De voir d'une part un apaisement sur le plan sécuritaire, donc la garantie et le gage que dorénavant tous les entrepreneurs sur le plan économique, agricole et institutionnel puissent retrouver le champ d'occupation qu'ils ont souvent eu à voir, et d'autre part de veiller à ce que, une fois que l'apaisement est constaté, qu'on puisse maintenant construire les vrais chantiers qu'attendent les différentes régions dans leur nouveau statut spécifique qui a été consacré par les résolutions de l'Assemblée nationale. Il va donc de soi que si toutefois on va dans une précipitation, on va une fois de plus s'entremêler, parce qu'à quel moment on va donner la garantie que le calme est totalement revenu dans ces différentes régions. Alors, on ne peut donc pas se faire harakiri en se disant que, alors on a la prestation pour faire plaisir à certaines personnes. À l'interpellation du SDF, moi je voudrais leur dire qu'ils devraient s'allier derrière la fermeture du chef de l'État, car sur le plan politique électoraliste, les régions du Nord-Ouest et du Sud, du point de vue historique, ont souvent été les bastions politiques de cette formation politique. Absolument. Donc je crois que quand le président décide de ramener la paix dans cette région, je crois qu'il est même très soucieux et très préoccupé de ce que, sur le plan démocratique, que les expressions populaires, n'est-ce pas, s'orientent vers les formations politiques qui ont souvent eu à gagner du terrain dans ces zones-là. Et donc, pour moi, il serait très logique de devoir entrer dans l'action nationale. Parce que vous savez, un État, M. Bouba, c'est un contenant et c'est un contenu. Le contenant, c'est la territorialité, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir protéger la frontière. Le contenu, c'est la population et ses richesses. Et vous ne pouvez donc pas demander au président de faire l'économie de la gestion d'un État en excentrisant, n'est-ce pas, une région parce que ceci est engagé par, pardonnez-moi l'expression, quelques brigands et criminels. Donc, le temps dont le président a besoin, c'est pour permettre à tout le monde de faire son travail afin que la paix revienne dans ces deux régions. Très rapidement, en 30 secondes, pour chacun un dernier tour de table, les brigands, les bandits de grand chemin dans ces régions n'ont qu'à bien se tenir, selon le président. Moi, je pense qu'il est question aujourd'hui de cibler, d'identifier leurs bases et de s'attaquer fermement à ces bases-là, de manière à les démanteler définitivement. Parce que il me semble qu'il n'y a pas une autre option. Il faut remettre la nation en confiance, il faut remettre le pays en situation de fonctionnement normal. Le statut spécial accordé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, c'est pas suffisant selon vous? C'est pas suffisant, c'est déjà un pas. Et il faut qu'on se comprenne bien, le STF n'est pas contre la paix dans ces zones, au contraire. Seulement, nous estimons que ce n'est pas à tous les prix, c'est pas à tous les prix. Parce que, comme je vous ai dit, nous avons plusieurs de nos camarades qui sont en otage. Donc, si on décide de faire un carnage de ce côté-là, nous allons perdre beaucoup de camarades et beaucoup de compatriotes. Nous continuons à penser que le pouvoir de Yaoundé a fait beaucoup d'erreurs par le passé. Maintenant, il est question de voir comment résoudre ce problème de façon globale. Et pour cela, nous estimons que la paix est une obligation. Alors, Daniel Claude Abaté, le retour des déplacés qui ont fui cette guerre est un gage ou alors est un signal qui démontre que le 9 février prochain, on pourrait tenir des élections dans ces zones? Absolument, ce sont des signes qui ne trompent pas. Monsieur Koubangobna, ces populations ne se sont pas réfugiées pour rien. Elles sont parties parce qu'effectivement, elles étaient pris entre deux feux, entre un désespoir de cause, entre l'armée qui était dans son rôle de vouloir établir et ces ambazoniens qui s'infiltraient et les menaçaient, etc. Donc lorsqu'on voit ces populations aujourd'hui revenir, c'est un signal fort. Lorsqu'on voit, comme je l'ai dit, les populations elles-mêmes qui vont à la recherche des foyers, des résidences de ces ambazoniens, on est rassuré sur le fait que la population elle-même, elle a compris de quel côté est son intérêt et que elle a intérêt
pour l'avenir à rester dans la logique qui a été établie par le grand dialogue national. Alors, on salue la fermeté du chef de l'État au finish. Absolument. On le salue et on l'encourage. C'est-à-dire qu'on l'invite à aller davantage de fermeté pour que la paix revienne dans ces deux régions. Merci, cher monsieur. C'est terminé pour le débrief. On prend rendez-vous demain pour une autre édition du débrief à 18h30. Le meilleur est ici. Ne bougez pas. Restez sur Canal 2 International. D'ici à la gare de l'Ossouri, bien le bonsoir.